Bonsoir, je voudrais juste commencer le premier cours de la série sur de la chaire d'innovation technologique qui suit la conférence inaugurale de jeudi, je crois. Et donc, notre premier topic, pour essayer de canaliser un peu les discussions sur les leçons qui vont suivre, c'est d'avoir peut-être une discussion un peu plus poussée sur les grandes tendances de la recherche. Bien sûr, c'est un domaine énorme. Et donc, ce que je vais faire, c'est vraiment essayer de synthétiser les grandes tendances, les grandes forces qui se présentent, à mon avis, dans les formes de la recherche médicale telle qu'on la voit, la recherche biomédicale telle qu'on la voit dans les 10, 15, 20 ans qui arrivent, avec bien sûr une base sur ce qui s'est passé les 20 dernières années, et essayer d'extraire de cette description des leçons qui peuvent en fait diriger, guider l'innovation et les besoins d'innovation et comment les autres leçons dont on va parler, c'est-à-dire les comparaisons internationales, les systèmes de support de l'innovation et toutes les discussions que nous allons avoir, en fait, vont être toutes basées sur une analyse sous-jacente qui couvre en fait les grands besoins de la recherche biomédicale. Donc sans attendre, je vais commencer par d'abord décrire, je ne sais pas comment ça marche ça. Ça c'est un laser. Bon, je vais le faire là. Décrire d'abord les grandes tendances et défis actuels. J'ai couvert un peu de ces sujets dans la leçon inaugurale. Je vais les répéter, mais de manière différente, en disant tout simplement que si on regarde les statistiques spécifiques, et là j'utiliserai les statistiques des États-Unis, je n'ai pas les mêmes statistiques en Europe et en France, mais si on voyait la ligne fondamentale de la mortalité cardiovasculaire dans les années 50, et si on avait fait un calcul en pensant qu'il n'y aurait pas eu de croissance de mortalité cardiovasculaire, tel qu'on en faisait l'expérience dans les années 50, dans les années 2000, on aurait eu à peu près 1 400 000 décès dus aux maladies cardiovasculaires. Et en fait, il y a eu une chute qui commence dans les années 65-70, une chute qui fait que, en fait, les maladies cardiovasculaires, la mortalité des maladies cardiovasculaires est en passe de devenir la deuxième cause, non plus la première cause de mortalité après le cancer aux États-Unis. Et cette chute de mortalité a été due à toute une série de progrès dans la recherche biomédicale. D'abord, des progrès qui ont été dus à une étude qu'on appelle l'étude de Framingham, qui a commencé en 1948, dans une communauté au Massachusetts, qui a été suivie, et c'est là où les facteurs de risque ont été identifiés. Le facteur de risque de l'hypertension, le facteur de risque du tabac, le facteur de la consommation de tabac, le facteur de risque du cholestérol, ont tous été identifiés de manière épidémiologique, en fait. Ce n'était pas une recherche mécaniste qui avait développé ces principes. Et ensuite, bien sûr, les interventions successives, y compris dans les années 70, le début des recherches sur le métabolisme du cholestérol, les statines, et ainsi de suite. Et l'efficacité de ces traitements s'est démontrée. Et donc, quand on voit à peu près 1 million de morts qui sont évitées chaque année, le calcul économique montre qu'en fait, c'est d'une valeur économique pour les États-Unis de 2,6 trillions de dollars par an. Et bien sûr, il y a de nouveaux traitements, de nouvelles découvertes. Et en fait, ce qui est très important à savoir, c'est quel est le rapport investissement et retour, c'est-à-dire le coût-bénéfice de l'investissement en recherche. Et je posais toujours la question, mais c'est quoi l'investissement qu'on a fait pour arriver à ce but? En fait, l'investissement, c'est à peu près 3,70 $ par Américain et par an. C'est à peu près le coût de la recherche. En fait, en Europe, il est plus bas. L'investissement est à peu près de 1. Ça, c'est pour les maladies cardiovasculaires, mais en Europe, il est un peu plus bas. Et le total sur les 30 ans, entre 1970 et 70-80, enfin 70 à 2000, est à peu près de 110 $ total. Donc voilà à peu près le retour de l'investissement. Si vous voyez le cancer, en fait, pour la première fois dans l'histoire, nous avons un taux actuel, pas un taux, mais un nombre actuel de morts dus au cancer qui a diminué, avec un taux de survivance qui a augmenté avec maintenant 10 millions de survivants du cancer
Donc, c'est clair qu'il y a eu une amélioration, surtout dans ce qui est la détection précoce du cancer, et bien sûr avec les nouvelles thérapies, surtout les thérapies qui sont ciblées, telles que le Glivec par exemple, et d'autres thérapies qui se multiplient de plus en plus. Il est clair que des progrès ont été faits. À un coût plus élevé de recherche, en fait, on dépense à peu près 8,60 $ par Américain par an pour la recherche contre le cancer. Donc, et le total sur les 30 ans, ça vaut 260 $. Ce que j'aime dire, c'est en fait 260 $, c'est moins qu'une demi-journée de traitement si on avait la maladie. Vous voyez. Donc en fait, le rapport recherche biomédicale, investissement est quand même remarquable. Les économistes ont montré que c'était un rapport entre 30 à 1 à 50 à 1 comme retour économique total. Et bien sûr, la conséquence, c'est qu'aux États-Unis, la durée de vie a augmenté, comme en Europe. Elle a augmenté surtout dans les années 1900-1950, mais depuis 1970, malgré tous les progrès qui ont déjà été réalisés en hygiène, en maladies infectieuses, il y a eu une continuation de l'augmentation de la durée de vie d'à peu près 1 an tous les 5 ans. Et ça, c'est directement relié au processus de recherche et les résultats de la recherche. Mais ce qui est très intéressant, c'est que non seulement la durée de vie a augmenté, mais la qualité de vie, c'est-à-dire ce qu'on appelle le disability, la qualité de vie ajustée pour la disabilité, chez les Américains a diminué de 30% depuis 1982. Elle continue à diminuer. En fait, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que physiologiquement, il y a eu une déconnexion entre l'âge chronologique et l'âge physiologique, les 30, 40, 50 dernières années, dû bien sûr à des changements non seulement médicaux, mais des changements de style de vie, moins de travail difficile dans les manufactures, les mines. Et donc, on voit effectivement une amélioration de la qualité de vie et une prolongation de la qualité de vie. Bien sûr, il y a eu l'impact de la réduction de la mortalité et de la morbidité des maladies cardiovasculaires, du stroke, bien sûr, ostéoporose, enfin, ainsi de suite. Le résultat est que les gens vivent plus longtemps, plus sainement, mais ça a des implications du point de vue coût de santé, comme j'avais dit la dernière fois. Et bien sûr, on voit ça sur la courbe des dépenses de santé. Quand on voit ça entre la naissance et le décès, on se rend compte que en fait, les dépenses sont maximales vers la fin du parcours, avec les dépenses dans la dernière année de vie, qui constituent 22% de toutes les dépenses médicales, 26% des dépenses du programme d'État Medicare et 25% de toutes les dépenses Medicaid. C'est-à-dire que ça représente pratiquement un tiers des dépenses totales, les dépenses dans la dernière année. Bien sûr, au début, et puis ça diminue, puis ça réaugmente, avec bien sûr une courbe exponentielle vers la fin. Donc, c'est clair que nous avons un système de santé qui répond de manière assez inhomogène aux tendances, et surtout qu'aujourd'hui, les maladies sont plus chroniques. 75% des cas, des dépenses sont dues aux maladies chroniques, et il y a une distribution inégale parce que ce sont 20% des malades qui sont responsables de 80-85% des coûts. Donc, dichotomie, augmentation de la durée de vie, statistiquement, amélioration générale de la qualité de vie, quand on voit les statistiques que je vous ai dit, avec une diminution de ce qu'on appelle la disability, c'est-à-dire le manque de vie fonctionnelle parfaite. Mais par contre, une petite partie de la population, 20%, qui, à travers les maladies chroniques, sont complètement en train de imbalance, de contrebalancer les effets de la recherche. Donc, si vous voulez, je vais vous montrer ici une série de diapositives animées pour essayer de faire comprendre le principe. Et à partir de ce principe, en fait, dériver les méthodes et les stratégies, ou les buts des stratégies de recherche médicale. Donc, ici, si vous voyez, vraiment, si vous essayez de décrire les stades des maladies au cours d'une période X, vous avez bien sûr la période préclinique, où les symptômes ne sont pas visibles, ne sont pas perceptibles, une période clinique compensée, une période clinique décompensée. Et ce qu'on voit, c'est quand il y a une détérioration linéaire
de la santé, c'est-à-dire que si par exemple on prenait l'exemple de l'hypertension. L'hypertension artérielle, si on s'en rend compte tôt, on peut pratiquement réduire l'impact de l'hypertension artérielle en réduisant la consommation de sel très peu, à peu près $1 par jour. Le coût d'avoir détecté cette maladie à l'état préclinique, avec $1 par jour, on peut la maintenir ou la ramener à l'état normal. Si bien sûr on ne détecte pas ça, puis on a une hypertension qui monte à des niveaux plus élevés, en 130, 140, les coûts bien sûr augmentent à peu près $10 par jour pour essayer de contrôler avec les médicaments que l'on connaît, les diurétiques et les inhibiteurs de l'angiotensine. Ensuite, si ça se présente dans une zone symptomatique, et on commence à avoir des problèmes d'angine de poitrine, il faut à ce moment-là dépenser à peu près $100. Donc vous voyez, ça fait 1, 10, 100, c'est pratiquement une courbe logarithmique. Quand on arrive à avoir, par exemple, des symptômes d'angine qui ne sont pas traités médicalement, on doit faire une angiographie, une angioplastie, $1000. Et puis si ça monte un peu plus, il faut peut-être refaire ça, ça revient à peu près à 10 000. Si on fait une opération de pontage, c'est à peu près $100 000. Et si on fait un transplant cardiaque, c'est à peu près $1 million. Donc vous voyez une croissance pratiquement logarithmique en fonction de la détérioration. Et ce qui est intéressant sur cette courbe, c'est que quand on demande quelle est la valeur attribuée à une intervention à ces niveaux différents au niveau du malade. C'est-à-dire si on disait quelle est la valeur d'intervenir pour vous pour intervenir à tel point ou à tel point. Et ce qu'on remarque, c'est que la réponse du consommateur de santé, la valeur perçue par le consommateur, et c'est what we say, what consumers are willing to pay. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont prêts à payer, parce que ça, c'est une mesure directe, ce n'est pas une mesure subjective, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à payer pour... Et on voit que d'ailleurs, il y a une préférence de paiement qui est négative dans les petites phases, et puis qui augmente. Et bien sûr, quand les symptômes existent, au moment où ça devient à la phase tardive, compensée, ou la phase décompensée, on a une courbe tout à fait différente. Donc en fait, le système de santé est en train de répondre directement aux expectations, aux attentes du consommateur. C'est-à-dire que j'ai une douleur, ça ne marche plus, soigne-moi. Mais le problème pour nous, c'est que le système de santé répond aussi avec une courbe des coûts qui est excessive à ce niveau-là. Donc c'est un peu... C'est-à-dire tout système se comporte de la manière la plus logique pour le système. En fait, comme il y a une demande pour traiter les maladies aiguës, les manifestations aiguës, les politiques de santé sont dirigées là-dessus. Donc nous, du point de vue recherche médicale, il faudra quand même qu'on pense à une nouvelle stratégie qui change un peu la perception négative de la prévention et qui change cet équilibre. Donc, et au niveau des pays, c'est la même façon de raisonner? Absolument, oui, c'est la même façon. Les pays européens et les pays... Oui, c'est global, ça. Oui. Si vous allez dans un pays en voie de développement, vous allez avoir exactement la même chose. Les gens se plaignent, comment ça se fait? Il n'y a pas de traitement pour le cancer, il n'y a pas de traitement pour je suis mal, j'ai maladie cardiaque, mais il n'y a pas de demande pour la prévention. Il n'y a pas vraiment de perception de valeur en disant, écoute, ne bois pas, ne mange pas de sel, enfin les choses classiques. Et ça, donc, c'est un problème qui est global. C'est une perception humaine, en fait. Ce n'est pas une perception spécifique à une société ou une autre. Et ça, c'est un peu un des défis que l'on a. Donc, si vous voyez le même tableau, et si vous réfléchissez en d'autres termes, c'est-à-dire vous disiez, voilà le burden, c'est-à-dire le poids de la maladie, dans l'axe vertical, et bien sûr le pourcentage de vie optimale. En disant, par exemple, que bien sûr, l'idéal, ce serait d'avoir la durée de vie optimale que l'on a de manière naturelle, à un niveau de poids de santé minimal. C'est l'idéal. Donc, si on pensait à toute maladie, il y a une période de temps où toute maladie est assez sous-clinique, c'est-à-dire elle n'est pas perçue. Le fardeau médical n'est pas perçu par le malade. La maladie arrive à une phase avec, bien sûr, une phase latente plus ou moins longue, une phase de croissance plus ou moins aiguë,
et une phase de décompensation plus ou moins longue. Mais toutes les maladies peuvent se décrire par une courbe en S de cette manière. Et donc, si vous voyez ça, vous dites, bon, ça c'est la courbe de la maladie, quelle qu'elle soit, hein, c'est une courbe théorique. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est sous la courbe, c'est le fardeau de santé, et ce qui est au-dessus de la courbe, pardon, je suis en train d'aller en vert. Donc, ce qui est au-dessus de la courbe en vert, c'est en fait la préservation de santé. Toute intervention qui augmente la qualité de vert au-dessus de la courbe est bénéficiaire, et toute intervention rouge au-dessous est déficitaire du point de vue santé. Donc, en fait, si on réfléchissait à ça, on dirait que l'idéal, ça serait une courbe comme ça. C'est-à-dire, on est né, puis on est en bonne santé, puis un beau jour, boum, l'idéal. Ça serait parfait. Si on arrive à trouver ça, c'est vraiment le truc. On vit sa vie optimale de manière la plus saine possible, avec toutes ses capacités, et puis un beau jour, ça part. C'est ce qu'on appelle la courbe carrée. C'est un concept épidémiologique. C'est-à-dire, ça, c'est le but optimal, en fait. Toute recherche devrait se diriger vers la réalisation d'une courbe pareille. Mais en fait, ce n'est pas réalistique. Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on traite, justement, avec ce qu'on disait, les maladies, en général, avec des interventions multiples dans cette zone-là. On traite ça à peu près à la moitié de la zone, et puis on intervient. Alors, on intervient avec des traitements plus répétés, multiples. Les malades s'améliorent, s'aggravent, s'améliorent, s'aggravent, s'améliorent, s'aggravent. Et donc, si on voit ça vis-à-vis d'une courbe théorique de la maladie, le gain de ces interventions peut être représenté par cette couleur verte, là, cette zone, c'est-à-dire la zone sous la courbe. Donc, ces interventions-là, qui sont en général multiples vers la fin de l'évolution de la maladie, si vous vous rappelez la courbe exponentielle dont je vous parlais, donc c'est les plus chères, et c'est celle qui vous donne en fait le moins de surface sous la courbe, surface verte, de bénéfices de santé. Je vais vous montrer d'autres stratégies. Donc ça, c'est la stratégie classique qu'on traite avec multiples interventions au moment où le consommateur de santé a besoin de cette intervention. Par contre, je vais vous montrer un exemple tout simple. Si on arrivait juste à retarder le début de la maladie, qu'une intervention basée sur une recherche biomédicale retardait le début, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que cette courbe, au lieu qu'elle monte à l'âge de 40 ans, on la bouge, on la déplace, sans changer ses caractéristiques, de quelques années. Donc, le déplacement de la courbe se fait vers la droite. Et le gain, obviously, est beaucoup plus large. Une translation de la courbe donne des gains de santé extraordinaires. Ça a été démontré surtout, par exemple, par l'étude de Breitner, qui a montré que si on arrivait à retarder le début de la maladie d'Alzheimer de 5 ans, on réduisait le fardeau de cette maladie de 50%. Donc un but de recherche biomédicale. C'est pas seulement on ne doit pas trouver seulement une thérapie finale, terminale, mais aussi on peut trouver des moyens de retarder le début de la maladie, même si on n'a pas de solution thérapeutique. On peut aussi, ce que je dis, c'est réduire la gravité de la maladie. Comment? Ça veut dire qu'on change en fait la verticalité de cette courbe, on essaie de diminuer cette maladie en essayant d'avoir une courbe comme ça, c'est-à-dire aplatir la courbe. Et le gain est aussi très très important. Ça, c'est la stratégie qu'on a utilisée, par exemple, dans la fibrose, la mucoviscidose, qui, au début, était une maladie qui très précocement montait verticalement, et on est arrivé à changer la durée de vie de 10 à 40 ans, pratiquement avec des méthodes qui ne sont pas curatives. Et bien sûr, l'idéal, ce serait une préemption, une prévention de la maladie du point de vue initial, donc arriver un peu à retrouver cette courbe carrée dont on parle, et c'est là où vous avez le gain maximum. C'est-à-dire que si vous faites des calculs mathématiques, c'est le gain maximum. Donc, il faudra quand même continuer à trouver des solutions aux maladies en stade terminaux. Il faudrait trouver des solutions où on retarde le début de la maladie et puis des solutions où on change la sévérité de la maladie. Donc, il y a 4 types de recherches qui vont être essentielles. Ce que j'appelle le type 3,
c'est-à-dire le type classique qui a dominé les dernières 30 années, où on se concentrait sur les phases critiques et non compensées de la maladie. La recherche de type 2, c'est-à-dire où on essaie de découvrir des mécanismes pour réduire la sévérité ou retarder le début de la maladie. La recherche de type 1, où vraiment on essaye de diminuer la sévérité, de garder le malade dans la zone verte inférieure dont je parlais. Et le type 0. Alors, type 0, c'est un nouveau type de recherche médicale qui va être destiné à comprendre, avant même tout déséquilibre, quelle est la meilleure manière de garder l'individu dans ce qu'on appelle la homéostasis, c'est-à-dire la rangée normale, la bande normale. Et ça, c'est une recherche qui va demander beaucoup plus de compréhension au niveau fondamental. Ces compréhensions-là, c'est quoi? C'est en fait le besoin de transformer la médecine. D'une médecine où on traitait quand les symptômes apparaissent, la fonction était perdue, on va intervenir avant les symptômes pour préserver au maximum la fonction normale. Et pourquoi est-ce qu'on était à ce niveau-là? C'est parce que nous n'avons pas de compréhension vraiment des phénomènes moléculaires et cellulaires. Nous avons une meilleure compréhension de ces phénomènes précliniques et donc essayons de prédire, si vous voulez, d'être beaucoup plus prédictif. Et bien sûr, du point de vue financier, ce genre de médecine sera beaucoup plus efficace du point de vue coût que ce qu'on pratique aujourd'hui. Et donc, c'est ce que je disais, les 4 piliers de la médecine future et de la recherche future vont être une médecine prédictive, où on va développer en phase 0, dans cette recherche de phase 0, les marqueurs, les méthodes pour déterminer quelle est en fait la distribution possible de la maladie à l'échelle de l'individu, donc personnalisé. Et bien sûr, si on comprend ces mécanismes fondamentaux, nous avons plus de chances d'avoir une stratégie préemptive, donc qui vous amène vers cette courbe carrée, hein, ce champ carré qui fait que la ligne reste plate pendant le maximum. Et comme je l'avais dit, ça demande des changements sociaux aussi, pas seulement technologiques, parce que ça ne peut pas s'appliquer autrement. Donc, voilà un peu, si vous voulez, à 100 000 pieds d'altitude, 100 000 mètres d'altitude, quel est, d'après moi, le tableau et les stratégies nécessaires pour cette recherche médicale qui doit en fait être logiquement liée, si vous voulez, à ces défis. Or, il est clair que si on voit la recherche médicale des dernières 50 années, elle a été marquée fondamentalement, à mon avis, par une nouvelle époque qui a commencé le jour où on a séquencé l'ADN. C'est-à-dire que la séquence d'ADN par Watson et Crick, qui est sortie dans un papier de 2 pages, hein, c'était un petit papier de rien du tout, mais un papier fondamental, a montré qu'une approche de biologie moléculaire, une approche moléculaire, pouvait en fait nous fournir pour la première fois une compréhension à l'échelle fondamentale des phénomènes biologiques, à l'échelle moléculaire, à l'échelle cellulaire, et bien sûr, tout de suite, la compréhension des phénomènes génétiques, parce que la compréhension de la structure et du matching des bases de l'ADN fournissait immédiatement la méthode de génération de duplication de l'ADN, et donc la génétique et ensuite la génomique avec le human genome, le génome humain. Donc au cours de ces 50 années, ça a été une explosion de connaissances de plus en plus précises à des échelles de plus en plus basses, c'est-à-dire de l'organe au tissu, aux cellules, à la molécule, aux assemblées macromoléculaires et à l'échelle de l'ADN lui-même. Et donc, bien sûr, des projets qui ont commencé avec le projet du génome humain qui est central, en fait. C'est le thème central de la recherche biomédicale avec la biologie moléculaire, biologie cellulaire, biologie génétique, génomique. Tout ça, ça se rejoint. Et en fait, le projet du génome, qui était un projet international, qui avait commencé dans les années 90, multiplie les découvertes. Alors ici, ce sont les différents projets que le NIH, par exemple, avait lancés. Et ici, toutes les découvertes et leurs années sur des facteurs de risque, mais génétiques, avec des séquences d'ADN clairement identifiées qui montraient une différence statistique de susceptibilité à la maladie. Et les découvertes, bien sûr, se multiplient, comme je vous l'avais dit le jeudi dernier, au niveau des 2, 3, 4 dernières années, au point où maintenant nous avons tellement de suggestions, c'est-à-dire de pistes, qu'il est très difficile de savoir comment en fait les exploiter. Et c'est un peu le problème
clé parce que, par exemple, ici, la première découverte, c'était la découverte d'une variante commune du facteur du complément H, qui, sur le chromosome humain, numéro 1q31, et qui avait été reporté. Ça, c'est une découverte importante des 10 dernières années, parce qu'elle a démontré le pouvoir, la puissance de ce genre de recherche pour essayer de comprendre la pathophysiologie de la maladie. Parce qu'en découvrant cette connexion, en fait, ça a montré que la maladie n'était pas, comme son nom l'indique, une maladie dégénérative, mais c'était une maladie inflammatoire, en fait, qui déclenchait la réaction du complément. Est-ce que c'était ça? Ça a posé beaucoup de problèmes, ça a été suivi de beaucoup de papiers, et c'est maintenant pratiquement un test qu'on peut utiliser, je vois José Sahel ici, de manière très prédictive. C'est-à-dire que la présence de ces variantes, pratiquement, indique, si je ne me trompe pas, un facteur de risque de 100 à 1. C'est-à-dire si on a les variantes, on est 100 fois plus susceptible à avoir une dégénération maculaire que si on ne les a pas. Ensuite, on a eu beaucoup plus de découvertes. Il y a eu toute une flopée de papiers, par exemple les premiers gènes associés à la sclérose multiple, la sclérose en plaques, depuis la découverte du HLA dans les années 70. Et en fait, les deux facteurs découverts sont des variantes dans les récepteurs interleukines, qui avaient été suspectés pendant des années comme étant probablement importants dans la sclérose en plaques. Mais en fait, c'est la première fois qu'on avait validé le fait que la modulation immunitaire était très importante dans la pathobiologie de la maladie, et donc tous les traitements qui sont maintenant des immunomodulators, c'est-à-dire des modulations de l'immunité, et donc tous les gènes qui sont reliés. Un changement en fait de direction, non seulement du point de vue d'une piste, mais un changement théorique, c'est-à-dire un changement de compréhension, une nouvelle idée, si vous voulez, derrière les maladies. On voit la même chose, donc c'est la même étude qui a été identifiée, et on voit bien sûr beaucoup plus de découvertes à partir des années 2007-2008. Par exemple, ici, une étude très intéressante qui montre des associations, des déterminants majeurs de la réponse des malades au HIV pour le diabète de type 2. Alors, ce qui est intéressant pour le diabète, c'est que dans l'état actuel des choses, on a découvert 16 gènes à peu près. D'ailleurs, on m'a dit récemment que c'était 30. Mais enfin, moi, ce que je sais, c'est 16, qui ont un score, ce qu'on appelle un LOD score d'association avec le diabète, qui est assez 1,2, 1,3, qui n'est pas élevé. Mais 8 des 16 sont dans des régions de l'ADN qui n'ont pas de fonction connue. Donc, question. Et donc, ça ouvre une perspective en recherche médicale qui est complètement différente de celle qui était là avant. La notion d'un gène et d'une mutation à l'intérieur du gène, à l'intérieur de l'exon, et qui donnait donc une protéine anormale qui ensuite était reliée à un réseau particulier et ensuite une maladie, toute cette notion-là est en train d'être remise en question. Donc, c'est une grande tendance de la recherche médicale maintenant de se concentrer non seulement sur les éléments en aval d'une découverte, mais en amont. Parce que s'il y a des régions de l'ADN qui ne sont pas exprimées en protéines, mais qui ont un rôle important, ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs qui sont absolument critiques dans le développement de ces maladies. Et en particulier, on a découvert bien sûr le rôle des micro-ARN, qui est essentiel, et d'autres facteurs qu'on est en train de découvrir en épigénétique, c'est-à-dire la régulation de l'ADN. Donc l'ADN, c'est le texte génétique. L'épigénétique, c'est la manière de lire ce texte. Et toutes ces analyses-là ont en fait changé un peu notre concept de l'importance de certains domaines en recherche médicale du fait de ces découvertes. Par exemple, les nouveaux findings en type 1 diabetes montrent clairement la connexion auto-immune du diabète de type 1 et d'autres facteurs. Enfin, je ne vais pas prendre votre temps là-dessus, mais ce qui est clair, c'est qu'une découverte qui est basée sur cette force centrale de la recherche médicale n'est que le début d'une très longue route, très difficile. Parce que si on découvre une mutation, il faut d'abord la répliquer. Il n'y a pas de science sans réplication, c'est-à-dire sans confirmation, si vous voulez, dans une autre population. Il faut refaire le séquençage. Le séquençage doit être fait à des résolutions plus hautes.
Et bien sûr, il faut continuer ça avec des études fonctionnelles, parce qu'une association n'est pas une causation. Donc il faut prouver la causation, ça c'est beaucoup plus dur. Ça prend des années et beaucoup de recherches et d'efforts de prouver une connexion causale. Donc le premier ordre de translation, c'est en fait peut-être qu'en utilisant ces facteurs, on arrivera à stratifier et à découvrir des sous-classes de maladies que l'on ne connaît pas aujourd'hui. On est en train de le faire. Hein. Dans le cancer du sein, il est clair qu'il y a des sous-types de cancer du sein. Dans le diabète, on parle de diabète type 1 et type 2. On parie entre nous. Ne le dites à personne. Mais dans 10 ans, on parlera de diabète type 1, type 2, type 3, type 4, type 5, type 10. Il y aura une sous-classification qui va émerger, comme il y a eu la classification anatomique au XIXe siècle, la classification physiologique au XXe siècle, il va y avoir la classification moléculaire au XXIe siècle. C'est obligé puisqu'on découvre en fait. Toutes ces découvertes-là sont tangibles. Alors, en deuxième ordre, bien sûr, après cette phase diagnostique, cette phase où on va essayer de créer des liens causatifs, on va ensuite développer des interventions thérapeutiques. Et ça veut dire que la recherche biomédicale va développer tout un sens, un pan nécessaire de développement, mais qui ne pourra pas arriver sans de nouveaux outils, quoi. Avec, par exemple, des outils d'interrogation de systèmes. Le meilleur exemple, dont je vais vous donner un exemple, c'est le silencing, les ARN silenceurs, les vecteurs, pour livrer justement ces molécules à l'intérieur des systèmes complexes, et bien sûr tout un ensemble d'outils qui ne sont pas toujours disponibles, mais qui doivent devenir disponibles pour essayer de réaliser cet ordre d'études où on passe de l'observation, la prédictivité, la causation et tout cela. Donc, toutes ces études-là, au début, découvertes, signification pas claire, on fait des replications, on fait du sequencing, on fait l'analyse fonctionnelle et ensuite seulement est-on prêt à faire une translation, soit diagnostique, soit thérapeutique. Des exemples, parce que je pense que ce genre d'idées sont en fait basées sur des observations claires. Par exemple, dans ce qu'on appelle les maladies rénales de end stage, un des grands problèmes de santé publique, où il y a beaucoup de malades diabétiques qui finissent à être transfusion dépendants, dialyse dépendants. Et donc, si vous voyez le nombre de malades qui deviennent dialyse dépendants et qui augmente de plus en plus, parce qu'il y a une population qui devient de plus en plus âgée, ça devient un problème vraiment épidémique. Et donc, une des questions qu'on s'était posées, c'est est-ce qu'on peut découvrir un biomarqueur qui identifierait les malades sur lesquels il faudrait intervenir parce qu'ils ont quand même une prédictivité d'arriver à un stade terminal de cette maladie. On a trouvé l'hypoprotéine I qui est clairement prédictive chez ces malades-là. Un autre exemple, avec une étude qu'on avait lancée qui s'appelait une étude de pharmacogénomique généralisée. Donc, tous les malades qui réagissaient à des médicaments, on les comparait aux malades qui ne réagissaient pas. Je vous expliquerai simplement. Et donc, on comparait ce qu'on appelle leur haplotype, c'est-à-dire leur polymorphisme au niveau nucléotide. Et on a découvert, par exemple, ici, pour un médicament qui est utilisé très très fréquemment, la coumadine, on l'appelle warfarine aux États-Unis. C'est un anticoagulant qui a existé depuis des dizaines d'années. Et on savait depuis longtemps, aux États-Unis par exemple, on savait qu'il y avait 250 000 cas de complications par an sur 2,5 millions de malades traités. Et on se demandait pourquoi. Alors, pourquoi un malade arrive à métaboliser ce produit, et pas de complications, puis un autre avec des complications. Et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait 2 variantes génétiques qui expliquaient la sensibilité à la maladie. Donc maintenant, il y a tout un mouvement pour essayer de créer un test diagnostique. Donc si vous allez sur un traitement de coumadine à long terme, vous faites le test pour pouvoir justement déterminer quelle serait la dose. Et il y a des différences de sensibilité à la dose qui vont de 0,5 mg à 60 mg. Donc c'est le cauchemar pour le pharmacologue ou le médecin traitant de savoir quelle est la bonne dose pour tel malade. Voilà un exemple. Un autre exemple, c'est ce qu'on voit dans le cancer. Nous avons lancé un projet qui s'appelle le génome du cancer, le Cancer Genome, justement pour essayer non pas de voir
les différences d'ADN de la lignée germinale, mais l'ADN muté dans la lignée somatique au niveau d'un cancer. Et on se retrouve à trouver à peu près 2000 gènes qui sont clairement impliqués dans le processus cancéreux et qui ont clairement des patterns, enfin des méthodes, enfin aide-moi, tableaux d'expression qui sont clairs dans certains cancers ou d'autres. Et par exemple, on trouve ça dans les glioblastomes malins, où on trouve justement des marqueurs très très prédictifs, et non seulement prédictifs, mais aussi causatifs. Donc on peut découvrir des traitements à partir de ça. Donc le traitement du cancer est probablement, en recherche biomédicale, une des priorités pour cette nouvelle recherche, où on va en fait découvrir des sous-classifications, les réseaux moléculaires qui sous-tendent ces sous-classifications, au niveau de la tumeur elle-même, chez la personne elle-même, et de diriger en fait nos traitements en fonction d'une sélection rationnelle, et non pas d'une sélection non rationnelle qui a été la marque des 50 dernières années. Il y a des traitements, par exemple, c'est clair que dans le Glivec, par exemple, il y a une mutation dans le chromosome 21 qui est très clairement identifié. Le médicament est très spécifique pour cette mutation, enfin l'effet de cette mutation. Et il y a juste eu cette année encore un autre résultat extraordinaire. Il y a dans les mélanomes une sous-classe de mélanomes qui sont dépendantes d'un gène qui s'appelle le BRAF, qui est surexprimé dans ces mélanomes, à peu près 30% des mélanomes, et un nouveau médicament qui a été testé cette année, qui donne des résultats à 80-90%. C'est-à-dire que ce sont des résultats qu'on ne voit jamais en cancérologie. Donc de l'espoir de ce côté-là. Un autre exemple de personnalisation due à l'association de cette recherche au point de vue moléculaire, génomique et son analyse, c'est la découverte d'assemblages de gènes qui sont soit exprimés, soit non exprimés, qui peuvent prédire en fait la réponse au traitement des maladies du cancer du sein. Donc il y avait à peu près 16 gènes qui ont été découverts, qui sont très très prédicteurs en fait, de la réponse à la chimiothérapie ou du besoin de chimiothérapie. Or, aux États-Unis cette année, il y a 100 000 personnes qui ont le cancer, femmes qui ont le cancer du sein. 70 000 d'entre elles, on le sait, du point de vue épidémiologique, n'ont pas besoin de chimiothérapie. Mais on n'arrivait pas à distinguer quel groupe était. Donc il y a des études en cours basées sur ce test diagnostique de combinaison de gènes dans la tumeur qui peut vous dire si effectivement la tumeur va répondre à la chimiothérapie ou elle en aura besoin. Parce qu'en fait, dans beaucoup de cas, on n'en a pas besoin. Donc, une médecine plus efficace. Je vous montre ici une recherche par Dave et al., un papier important, c'est-à-dire un article important, parce qu'il y a des articles qui sont quand même des articles qu'on appelle les landmarks. Et ça, c'est un papier qui a vraiment changé notre perception, en fait, et qui m'a convaincu, en fait, que les classifications moléculaires vont dominer, les reclassifications moléculaires vont dominer la recherche médicale. Alors ça, c'est un papier qui a comparé le lymphome de Burkitt et le B-cell lymphoma. Si vous voyez l'histologie de ces deux tumeurs, elle est pratiquement identique. Les pathologues n'arrivent pas à différencier l'une de l'autre. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des sous-types et ils ont utilisé certains gènes sur ce qu'on appelle des gene expression arrays, c'est-à-dire ce sont des chips où on voit l'expression des gènes. En vert, les gènes exprimés, en rouge, les gènes non exprimés. Et voilà le lymphome de Burkitt, qui est un lymphome qu'on voit beaucoup en Afrique, par exemple, mais qui existe partout dans le monde. Mais regardez la différence, c'est-à-dire que toute une classe de gènes était surexprimée dans le B-cell lymphoma et qui n'était pas du tout surexprimée dans le lymphome de Burkitt et l'inverse. Donc, clairement, un phénotype commun qui vous dit qu'il y a un génotype différent. C'est les noirs, c'est pas ça? Souvent, oui. Burkitt, c'est très commun, mais ce n'est pas seulement des noirs. Ouais. Mais c'est très souvent en Afrique. Ouais. Mais la différence génétique n'est pas une différence raciale, parce que la différence raciale est de 0.1%. Et ce ne sont pas ces gènes-là en général. Donc, mais c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'il faut toujours se méfier. Je vais prendre une seconde. Il faut se méfier des comparaisons génomiques quand elles ne sont pas faites sur le même fond et qu'elles ne sont pas faites sur un fond contrôlé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de
d'études en fait, qui ne sont pas assez contrôlées pour pouvoir avoir des conclusions. Parce qu'on peut avoir des différences génétiques. Alors, pour vous faire comprendre, je vais vous donner un exemple qui est marrant. Supposons que maintenant nous sommes en travaux pratiques, hein, en tant que groupe, là, on est en train de faire une étude. Et puis je vous dis, vous voyez, les mélanomes, il faudrait essayer de voir quelles sont les relations entre le mélanome et le génome. Mélanome, cancer, qui vient souvent de l'exposition au soleil. Et disons qu'on fasse une étude. Et on fait une étude avec une population diverse. Et on voit un gène, on trouve un gène, je vais vous le dire, on va trouver un gène qui est absolument, sur le chromosome 15, qui va être absolument associé au mélanome. Et puis on dit, bon, si on trouve un gène comme ça, c'est important dans le développement du mélanome. En fait, c'était le gène pour les yeux bleus. Pourquoi? Parce que, en fait, c'était un marqueur de la sensibilité de la peau. Donc, si on ne fait pas une normalisation, comme vous le dites, on va trouver des gènes qui n'ont rien à faire avec la maladie elle-même. Parce qu'en fait, on sait qu'il y a une susceptibilité du fait de l'exposure. Donc voilà un peu, c'est une question importante de normaliser toutes ces expressions génétiques. Mais enfin, le point que je voulais faire, c'est que pas de différence au niveau phénotype, pas de différence au niveau histopathologique, grande différence au niveau des gènes exprimés. Je vais passer maintenant de ce pan de recherche qui a dominé la recherche pendant 50 ans, qui essaie de réaliser ces buts dont je vous ai parlé, d'être plus prédictif, d'intervenir plus précocement, d'intervenir de manière rationnelle, avec une explication mécaniste de la maladie, à un autre genre de recherche qui est aussi important, où le problème devient différent. C'est-à-dire que ce n'est plus un problème de molécules, ce n'est plus un problème de gènes, c'est un problème d'organisation tissulaire, où la complexité de l'organisation, par exemple dans le cerveau, ce que je vais prendre comme exemple, donne d'autres problèmes, où il y a des propriétés émergentes qui ne sont pas prédictives, qu'on ne peut pas prévoir, qu'on ne peut pas prédire à partir de la lecture de la structure. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le premier domaine, on peut prédire à partir de l'expression des gènes et notre compréhension de leur mécanisme de translation protéine, métabolisme, on peut quand même arriver à comprendre pourquoi un cancer se développe, parce qu'il y a un gène de croissance qui est surexprimé. Vous voyez? Mais dans le cerveau, c'est quand même différent. Pourquoi? Parce que nous avons une ultrastructure qui, elle-même, peut être observée directement. On voit le nombre de synapses, on voit le nombre de cellules rétiniennes ou le nombre de cellules sensitives, on voit tout ça, mais on ne peut pas prévoir, on ne peut pas extrapoler, si vous voulez, de cette observation l'apparition du comportement, l'apparition de l'intelligence, du langage. Donc il y a des propriétés émergentes qu'on ne peut pas étudier de la même manière, et bien sûr, c'est la question centrale, si on peut vraiment étudier comment les gènes influencent le comportement et à travers l'expression de la fonction cérébrale. Et donc ça, c'est un autre genre de recherche médicale où l'intégration et la convergence devient très importante. C'est-à-dire on doit non seulement comprendre les gènes, les réseaux de gènes, les réseaux de protéines, mais il faut comprendre aussi leur translation, c'est-à-dire dans les propriétés émergentes. Donc combiner ça aux études qui essayent de voir l'activation cérébrale, par exemple ici, des images d'imagerie, l'imagerie en résonance magnétique, l'imagerie fonctionnelle, et donc arriver, par exemple, avec l'électrophysiologie et ainsi de suite, à combiner tous ces éléments pour une compréhension plus grande. Donc il va y avoir un pan de recherche biomédicale qui va se focaliser sur la convergence pour essayer de comprendre ces systèmes beaucoup plus complexes. Et donc toute cette série, si vous voulez, cette intégration de la connaissance qui doit partir du génome à l'expression protéine, aux circuits neuronaux, et comment, à partir de ces circuits, comprendre l'émergence du comportement et bien sûr leur impact social. Donc un niveau de complexité qui quand même est extraordinairement plus élevé, d'une certaine manière, que ce qu'on trouve dans les sciences, dans le pan de recherche médicale dont je vous parlais avant. Et c'est un domaine où les technologies d'évaluation vont être essentielles.
on ne pourra pas étudier ces systèmes-là sans avoir de découverte et d'avancée en méthode d'évaluation de systèmes complexes de manière technologique. Je vous donne juste un exemple du point de vue clinique. En haut, c'est une image d'un malade qui avait une épilepsie, prise en 2001. En bas, une image du même malade prise en 2007. Et en 2001, voilà la qualité des images qu'il y avait à l'époque avec les séquences. C'était un 0,5 Tesla, c'est-à-dire un champ magnétique assez faible. Ici, c'était une image à 3 Tesla. Et vous voyez la résolution de l'anatomie cérébrale. Vous voyez ici, il y avait une lésion qui n'avait pas été vue parce qu'elle n'était pas très bien déterminée. Et vous voyez la même lésion ici, très très clairement identifiée. Donc, arriver à augmenter notre résolution temporale, spatiale dans ces systèmes-là. Il y a de nouvelles images que je n'ai pas eues, je n'ai pas retrouvées, mais je vais vous les montrer à un moment ou à un autre. On arrive maintenant à avoir des couches neuronales à 11 Tesla, c'est-à-dire un champ magnétique encore plus haut. Donc, c'est une avancée où il y a une convergence entre les technologies, la biologie et notre capacité d'intervenir. Voilà la lésion dont je vous parlais. Et ça converge aussi vers des informations physiologiques. C'est-à-dire, une fois qu'on a découvert la lésion, essayer d'avoir l'activité épileptiforme pour pouvoir avoir une intervention limitée est très important. Et donc, explosion de ce que j'appelle les champs biomédicaux associés, c'est-à-dire qui sont maintenant à la périphérie de la recherche biomédicale et qu'on voit pénétrer de plus en plus dans le champ biologique dont je vous ai parlé. Le champ qui était dominé par la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, le génome, toutes les techniques protéomiques pour essayer de comprendre la variabilité humaine, qui sont maintenant au niveau juste en tant qu'exemple, au niveau cérébral par exemple, en train d'appeler d'autres sciences qui viennent à l'intérieur. Par exemple ici, la science des nanomatériaux. Ça, c'est la recherche qui se passe à l'Université de l'Utah et de l'Université de San Diego, où je vous montre ici tout cet appareil, ces micro-aiguilles, si j'arrive à voir ça. C'est tout un array, c'est-à-dire c'est en utilisant les techniques de silicon chips, silicon wafer, et on arrive à faire des aiguilles conductrices qui font moins de 200 nanomètres, et bien sûr on arrive à les connecter maintenant en utilisant les techniques électroniques à une série de câbles. Ça, c'est la pièce de 1 penny, c'est-à-dire qui n'est pas plus grande que le bout de mon doigt, là. Et ça, c'est la taille de ce neurostimulateur. En fait, ce sont des aiguilles qu'on peut implanter maintenant dans le cerveau, non seulement pour étudier, mais pour aussi contrôler. Ce sont des neurocontrôleurs qui, en fait, arrivent maintenant à nous donner de nouvelles idées en recherche biomédicale, en faisant cette convergence, si vous voulez, avec les techniques qui sont dans des champs associés, la technique électronique, nanomédecine, nanotechnologie, où les idées sont absolument en explosion dans la recherche biomédicale, où on peut avoir des procédures, où maintenant, par exemple, un collègue ici du Collège de France, Mathias Fink, qui peut prendre des petites microsphères, mettre des médicaments à l'intérieur de ces microsphères, et puis qui peut les faire éclater avec des ultrasons. C'est-à-dire la microsphère arrive au niveau de la lésion, et puis, hop, ça s'ouvre, le médicament sort. Ça, c'est de la science-fiction qui devient réelle. Et ici, par exemple, vous voyez ce genre d'invention. Là, c'était à peu près 10 par 10, donc il y avait 100 aiguilles. Maintenant, je sais qu'ils sont arrivés pratiquement à 100 par 100, c'est-à-dire 10 000. On arrive à contrôler 10 000 neurones pratiquement avec ce genre de technologie. Ou alors, ils prennent plusieurs régions du cerveau et ils arrivent à comprendre en fait le signal cérébral à un niveau intégré. C'est-à-dire on comprend la propriété qui est émergente. Et donc, une des premières idées, c'était justement de l'utiliser dans l'épilepsie et de savoir si on pouvait prévoir le début d'une crise épileptiforme pour intervenir, au lieu d'avoir des médicaments qui ne sont vraiment pas spécifiques à la lésion épileptiforme. Et donc, vous voyez ici une de ces premières études où on arrive à avoir des signes prémonitoires. C'est un peu comme un tremblement de terre. On a des vibrations qui arrivent, ça se calme, ça arrive, ça se calme. Et on arrive maintenant à détecter plusieurs secondes
avant le début d'une crise épileptiforme, le début de la crise, et bien sûr, on développe des méthodes comme ce neurostimulateur. Et l'idée, c'est quoi? C'était un défi que nous avons imposé en 2000 à la ONIH à toute la communauté scientifique en disant, est-ce que vous pouvez créer un instrument qui, au moins dans un type d'épilepsie, pourra détecter la seizure, la crise, et appliquer un traitement préventif. Maintenant, c'est une réalité. C'est quelque chose qui entraîne bien sûr la réalité de laboratoire, mais elle est absolument clé, parce qu'avec le neurostimulateur, on arrive maintenant à calculer et à envoyer des ondes et des patterns d'ondes assez précises pour stopper la crise épileptique. Donc, c'est ce genre de recherche que j'appelle, je vois Jean-Claude Muller dans l'audience, on appelle ça des zones de convergence biomédicale qui vont devenir de plus en plus importantes. Je vous montre un autre exemple de recherche interdisciplinaire, ce qui a été développé en France d'ailleurs, par Louis Benabid à Grenoble, la notion de stimulation cérébrale profonde, surtout dans la maladie de Parkinson. Mais l'étape suivante, ça va être ce scale-up, c'est-à-dire en mise en échelle, où on va utiliser toutes ces nouvelles technologies, on va les converger pour essayer de comprendre le cerveau humain dans toute sa complexité, pas seulement une électrode à la fois, mais plusieurs électrodes. Donc, ici, vous voyez tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire une amélioration dans la technologie de l'imagerie, dans les matériaux biomédicaux, dans la neurobiologie classique. Tout cela est en explosion. Et je pense que, comme les dernières 50 années étaient les années de la biologie moléculaire, je crois que les 50 prochaines années vont être très, très dominées par la neuroscience et la compréhension de ce qu'on appelle la connexion entre le cerveau et l'esprit, brain-mind. Je vous montre un malade ici qui a été traité avec ce genre d'array. C'est un malade qui nous a donné la permission, qui avait une maladie de Parkinson. Et donc, voilà l'état du malade, qui avait déjà été traité avec deep brain stimulation, avec toutes les méthodes classiques. Et voilà, je vous remontre. Donc, un état assez limité du point de vue mouvement, très asymétrique en fait. Et donc, une courbe très typique de tous les malades qui n'ont pas de réussite dans le traitement classique du Parkinson. Et donc, implantation de ce neurostimulateur dédié à ce malade, avec plusieurs sites, en fonction de l'analyse qu'on avait faite. Et voilà les résultats. Il a jeté sa canne. Et là, il joue avec ses enfants à un jeu qu'on joue à mon université, c'est le lacrosse. Lacrosse. Et ça, c'est un jeu qui est typique de la région, mais qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc, on est les champions du monde. Et donc, extension de ce genre d'idée pour le 50. Il est jeune, 49-50 ans. Donc, de ce genre d'idée est étendue maintenant à la dépression. Donc, Hélène Mayberg, aussi une collègue, qui eut l'idée de dire, après avoir fait des découvertes en imagerie fonctionnelle sur les malades déprimés, trouve une zone, la zone 25, où en fait une stimulation cérébrale arrive à changer l'état dépressif avec un neurostimulateur. Et donc, voilà les images avant traitement au niveau de l'imagerie fonctionnelle, résonance magnétique. Et voilà, avant la stimulation, dans la région 25, en rouge, elle est suractivée, alors que les régions corticales correspondantes sont sous-activées. Et ça, c'est un réseau assez connu dans les maladies dépressives. Et justement, elle est arrivée avec ses implantations à supprimer l'activité de la région 25, qui elle-même était en contrôle des régions corticales. Et donc, elle arrive à limiter l'activité de cette région et augmenter l'activité du lobe frontal, quelque chose qui est connu en dépression, où l'activité du lobe frontal est en fait diminuée chez les malades dépressifs. Connexion donc entre mind, brain, biotechnology, biology, physiology, tout un monde qui est en train de se marier, de se converger, et donc il faut absolument trouver les moyens pour nous de détruire les barrières classiques et d'être en fait les innovateurs encore une fois. Je vous montre un exemple. Pour détruire ces barrières, nous avons créé des mécanismes de financement de la recherche qui étaient tout à fait nouveaux. C'est-à-dire qu'on prenait dans ces grands, ce qu'on appelle des Pioneer Awards,
des idées les plus folles. On pourrait mettre une somme assez importante au niveau du NIH, mais pas énorme, pour subventionner des idées les plus prometteuses par des investigateurs nouveaux. Donc ce jeune homme-là, que vous voyez, Karl Desseroth, arrive au NIH et nous demande une subvention parce qu'on avait refusé 3 fois sa demande de subvention. Il avait 32 ans, il était très jeune, ingénieur biomédical, et il était venu avec une idée absolument démente. Démente, ça se dit, folle. Et il avait eu l'idée de dire, bon, moi je vais prendre des neurones et je vais mettre un channel au potassium et un channel au chloride, donc au chlorure. Ce sont les trucs excitatoires et non excitatoires. Un à partir d'une algue qui était sensible à la lumière, qui avait été découverte en Allemagne. L'autre à partir d'une méduse, jellyfish, qui était aussi sensible à la lumière bleue. L'algue était sensible à la lumière jaune et le jellyfish à la lumière bleue, parce que les jellyfish, comme les algues, ont besoin de lumière pour contrôler leur métabolisme. Et donc, il a eu cette idée, il avait été complètement envoyé par tous les comités de revue. Les comités de revue lui disaient, ça c'est une idée folle, ça ne marchera jamais. Donc, il vient au Pioneer Award, et puis on a demandé la question inverse de la question normale. Non pas, est-ce que c'est faisable, parce que ça, c'est l'idée classique. On dit, est-ce que c'est faisable, ce que dit cette personne? Et bien sûr, il y a toujours des avis dire, c'est pas faisable. On est mieux, on connaît mieux. Donc j'avais posé la question, j'ai dit non. Est-ce que vous, membres du comité, pouvez me prouver que ce n'est pas faisable? Question inverse. Et en fait, la discussion dit oui, effectivement, c'est possible d'insérer un gène étranger dans un neurone. Et donc il l'a fait. Et il m'a envoyé une vidéo avec un C. elegans, un verre de C. elegans, qui allait de gauche à droite quand il faisait bleu, jaune, bleu, jaune, bleu, jaune, et de droite à gauche quand il faisait jaune, bleu, jaune, bleu, jaune, bleu. Cette découverte, moi, je prédis que Karl Desseroth sera prix Nobel, parce qu'il a découvert une méthode qui maintenant est utilisée dans tous les labos du monde, en 5 ans, où on arrive génétiquement à introduire en fait des neurones qui sont sensibles à la lumière et qu'on peut interroger à tous les niveaux, non pas un neurone à la fois, mais toute une série de neurones. Et c'est ce qu'on appelle Multimodal Fast Optical Interrogation, donc le mariage d'une compréhension de la biologie moléculaire, donc l'insertion de channels ioniques, la biotechnologie, la bioengineering, parce que c'était avec l'optique, et bien sûr la physiologie, neurophysiologie. Donc, je vais juste maintenant accélérer un peu, puisqu'on est pas loin de la fin de la lecture. Vous avez compris en fait cette convergence. Et cette convergence, ça nous amène à la question fondamentale, est-ce que nous avons les moyens maintenant en recherche biomédicale de vraiment comprendre fondamentalement ce qui se passe? Et la réponse est non. Comme je l'avais dit à la leçon d'ouverture, on n'arrive même pas à produire assez de médicaments pour les conditions que l'on connaît. Quel est le problème? C'est la complexité des systèmes biologiques. Et je vais vous donner, par exemple, le premier papier qui m'a réveillé dans ce domaine. C'est un papier qui avait été publié en 2003 par Giotto et al. En Sciences. Et c'était la carte des interactions protéiques de la mouche fruit fly. Et dans ces cartes d'interaction, il était clair que, ce genre de recherche était bien plus loin que la capacité d'un seul chercheur et de son labo. Il y avait 49 auteurs. Un record. Deuxièmement, qu'il était clair que ça pouvait présenter des idées pour des traitements ou des compréhensions, mais ce n'était pas du tout trivial. Ce n'était pas possible pour un être humain de comprendre la complexité de toutes ces relations. Il fallait utiliser des méthodes d'informatique pour pouvoir avoir une idée, un insight dans le domaine. Et donc ça m'a convaincu qu'en fait la frontière pour la recherche biomédicale actuelle, c'est cette complexité énorme qui dépasse en fait l'entendement d'un labo, d'une personne, d'un système. Et donc il fallait absolument pousser l'idée qu'on devait entrer dans de nouvelles routes de découverte. Et ces routes-là, ça devait d'abord être l'utilisation du concept modulaire de la biologie, je vous l'expliquerai, de comprendre tous les réseaux biologiques et leur contrôle, et d'aller d'une position réductionniste à une position plus intégrationniste.
Et ça demandait de nouvelles technologies. Je vous ai montré des exemples, mais surtout la technologie bioinformatique qui allait être nécessaire. Maintenant, je voudrais faire une petite démonstration. C'est un peu de mathématiques. Vous savez, j'ai un fond mathématique et physique, et j'aime bien faire ça. Donc, pour la leçon, on va s'amuser. Et je vais vous dire pourquoi il est important de comprendre cette leçon. Parce que là, je dis, par exemple, quand j'avais fait cette diapo, il y avait 33 000 gènes qui étaient suspectés. Dans le génome humain, en fait, c'est 25 à 26 000 maintenant. Peut-être, on ne sait pas très bien le chiffre. Mais essayez d'imaginer que vous êtes chef de la science de l'univers. Et puis, vous dites, je veux vraiment apprendre cette interaction moléculaire dont on parle. Je veux savoir si c'est protéine A interagit avec protéine B. Et puis, juste en se demandant si elles réagissent, et puis si c'est on and off, hein, c'est-à-dire c'est une action positive ou négative. C'est une question très simple. Si vous avez 33 000 gènes, ça veut dire 33 000 gènes qui doivent se multiplier par 33 000 gènes, ça fait 1 milliard d'expériences, d'experiments. D'accord ? Si je dis, bon, j'ai un labo, j'organise un labo qui est extraordinaire, et j'arrive à faire 8760 expériences, une expérience par heure, donc 8760 par an. Vous savez ce que c'est une expérience par heure ? Prendre une protéine, prendre le gène, prendre la protéine, les combiner, les observer, les faire en 1 heure. C'est un record du monde. Et si on arrivait à battre ce record du monde, et on faisait ça chaque année, et il vous faudrait à peu près 114 000 ans pour essayer de comprendre cette complexité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais par contre, si vous prenez une vue non pas moléculaire, mais modulaire, c'est-à-dire si vous arrivez à trouver les ensembles de molécules, de protéines qui sont ensemble. Et donc, si on disait, non, peut-être que ces gènes, en fait, il n'y a pas un gène qui travaille tout seul, il n'y a pas un produit de génétique qui travaille tout seul, ils sont tous interagis. Et si on voit, quel que soit le mécanisme biologique, ça implique des dizaines, cinquantaines, une centaine de protéines. Disons une centaine. Et donc, disons par exemple que si les gènes étaient organisés en modules de 100 gènes chacun, alors il n'y a que 100 000 configurations qui sont possibles. Or, si 100 000 configurations c'est possible, et on arrivait à faire les mêmes expériences, ça nous prendrait 12 ans. Et donc, il est clair que, de mon point de vue, du point de vue stratégie opérationnelle de recherche, la recherche biomédicale doit se passer d'une phase de recherche moléculaire à une recherche modulaire, des modules fondamentaux de fonction de ces organismes complexes. Je vais vous donner un autre exemple qui vous dira que c'est effectivement logique et possible. Et c'est un exemple que j'aime donner à mes étudiants. Je le partage avec vous. Vous savez, j'ai un petit cadenas pour mon locker de sport qui a 4 chiffres. Vous savez, les petits trucs, la roulette. Et donc, les combinaisons possibles sont entre 000 et 9999. Il y a 10 000 combinaisons possibles. Et moi, j'utilise le chiffre 6398. 6398. Comment j'ai trouvé ce chiffre ? Parce que je me suis dit, tiens, je ne peux pas me rappeler des chiffres, j'ai une mauvaise mémoire, je vais faire une petite fonction. Alors je me suis dit, bon, je vais prendre un chiffre, je le divise par 2, je le multiplie par 3, j'enlève 1. J'ai fait un algorithme. Donc j'avais dit 6, je le divise par 2, ça fait 3. Je multiplie par 3, ça fait 9, j'enlève 1, ça fait 8. Et ça, c'est comme ça que je me rappelle du truc. Multiplie par 2, truc. Je pensais que j'étais vraiment intelligent. Alors je me suis posé la question une fois, je dis, mais je vous la pose. Combien de combinaisons possibles sont possibles avec cet algorithme ? Si je prends le premier chiffre, je le divise par 2, multiplie par 3 et j'enlève 1. Alors, bon, si je prends 8, ça va ou pas ? 8 divisé par... Il faut que je prenne un nombre pair, n'est-ce pas ? 8 divisé par 2, ça fait 4. Multiplié par 3, ça fait 12, ça ne peut pas marcher. Bon, 6, ça marche, parce que 6, 3, 9, 8... 4. 4, on peut diviser par 2, ça fait 2. On peut multiplier par 3, ça fait 6. On enlève 1, ça fait 5. 4, 2, 6, 5. Et est-ce qu'on peut prendre 2 ? Oui, 2, on peut diviser par 2, ça fait 1. Par 3, ça fait 2, 1, 3, 2. Et en fait, ce sont les seules combinaisons possibles. Hein. Voilà ma formule. Et bien sûr, voilà les résultats. Donc, en ayant cette formule, qui est assez compliquée, on n'a que 3 solutions. Donc, vous allez me dire, oui, mais Elias, ce n'est pas une démonstration. C'est vraiment pas une démonstration, parce que divise par 2, multiplie par 3, enlève 1, c'est compliqué. Bon, je vais vous demander un algorithme encore plus simple.
que chaque chiffre que vous prenez, vous le multipliez par 2. Simple. Combien de chiffres peuvent suffire à cette combinaison? Combien de chiffres font cette fonction dans les 10 000, entre 000 et 9 999? Mesdames, messieurs, vous avez 30 secondes. Multiplié par 2. Bon, on commence à 1. 1 multiplié par 2, ça fait 2. Multiplié par 2, ça fait 4. Multiplié par 2, ça fait 8. 1, 2, 4, 8. Bon, on va prendre 2. 2 multiplié par 2, ça fait 4. Multiplié par 2, ça fait 8. Multiplié par 2, ça fait 16. Ça ne va pas. Donc, il y a une solution. 1, 2, 4, 8. Donc, voilà un algorithme encore plus simple qui vous donne un set de solutions plus simples. Bon, on s'amuse, mais en fait, c'est une observation profonde, qui veut dire que en fait, ce qui est important dans l'observation des systèmes biologiques, c'est les modules, mais ce n'est pas tellement les modules dans leur complexité, c'est les modules dans leur algorithme de relation. Donc, avoir en centrale l'énergie de pouvoir développer les méthodes, de comprendre non pas l'observation des centaines de gènes que je vous avais montré tout à l'heure avec les lymphomes positifs et négatifs, mais de comprendre leurs relations, parce que leurs relations, en fait, simplifient la compréhension. Je vais juste montrer mathématiquement que c'est vrai. Il y a 3 solutions avec le premier algorithme, une seule avec un algorithme encore plus simple. Donc, nous devons comprendre de manière quantitative les relations entre les éléments du système, pas les éléments eux-mêmes. Et, bien sûr, ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup plus d'informations quantitatives dans les expériences, dans le dessin de nos expériences et la pensée que l'on amène dans la recherche biomédicale. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va réclamer un changement radical des caractéristiques des données biologiques. C'est une tendance centrale qui va arriver. On va essayer d'avoir des expériences qui sont beaucoup moins destructives, qui sont plus quantitatives, qui sont multiparamétriques, qui sont à haute résolution temporelle, parce que les phénomènes arrivent très vite, qui sont résolvables du point de vue spatial, parce qu'en fait, quand on voit maintenant que les interactions sont essentielles, la localisation de l'interaction est essentielle tout aussi, et bien sûr, ça va demander des normes communes, il va y avoir une quantité d'informations qui est bien plus difficile à gérer qu'elle peut l'être par un seul scientifique ou même par un groupe de scientifiques, et bien sûr des informations cumulatives, donc le rôle central de la bioinformatique et de la biologie computational biology, pour pouvoir justement, il faut qu'on développe un environnement très rigoureux pour comprendre cette complexité biomédicale et pour arriver à intégrer toute cette information et toutes ces sources d'informations de manière logique. Donc il va y avoir une explosion qui existe déjà de databases, de banques de données, d'algorithmes partagés dans tout un maillon de scientifiques à l'échelle mondiale, avec des ressources financées par les gouvernements, comme par exemple la ressource des séquences du génome, mais beaucoup bien d'autres qui vont devenir essentielles à la recherche biomédicale. Et donc, ce que j'ai dit, c'est qu'on passait d'une compréhension, si vous voulez, moléculaire, à ce qu'on appelle l'ère de la biologie quantitative des réseaux, et donc de la biologie moléculaire à la biologie modulaire. Je vais vous donner un exemple de biologie modulaire qui m'a marqué. C'est une publication encore, je partage avec vous des publications qui ont été marquantes pour moi. C'est la publication par Gary Ruvkun à Harvard. Alors Gary a reçu d'ailleurs le prix Lasker pour son travail sur les micro-RNA et les silencing RNAs. Silencing RNA, c'est une découverte de Andrew Fire et de Craig Mello, qui ont trouvé que des petites séquences d'ARN double, ARN double, de 21 à 23 nucléotides, pouvaient réprimer en fait l'expression d'un ARN messager. Il avait découvert ça, Andrew Fire était à Hopkins, à la Carnegie Institution, et Ruvkun a eu l'idée brillante de dire, tiens, je vais interroger tous les gènes du ver C. elegans et pour étudier un phénomène seulement, l'obésité. Donc il prend les vers et puis il a une technique d'imagerie qui lui permet de détecter la graisse chez le ver, donc en rouge
c'est la graisse, toute cette rouge-là, cette zone rouge. Et donc ça, c'est un ver obèse, et ça, c'est un ver très maigre. Plus de rouge, plus d'obésité. Et puis, il se pose la question, quels sont les gènes essentiels, quel est le module génétique qui contrôle l'augmentation ou la diminution des pots de graisse. Et pour faire ça, il prend des ARN silencieux, il les introduit dans des bactéries, et pour qu'ils s'expriment dans des bactéries, en sachant que les vers C. elegans se nourrissent de bactéries. Et ensuite, il a pris les 16 000 gènes du C. elegans, il a fait une colonie bactérienne, enfin un type de bactérie, qui arrivait à supprimer chacun des gènes un à la fois. D'accord ? Et donc il a fait l'expérience où il a donné 16 000 types de bactéries à toute une collection de C. elegans, des vers qui étaient surnourris, et ensuite il a observé quel était l'effet de la suppression de l'activité de ce gène. Donc une interrogation, un gène à la fois sur les 16 000 gènes. Et donc il trouve un module de 412 plus 305, donc 417 gènes, qui avaient un impact sur le taux d'accumulation de la graisse. Et qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve 112 gènes qui, quand ils étaient supprimés, amenaient à l'obésité, et 305, quand ils étaient supprimés, ils amenaient une perte de graisse. Ce qui veut dire déjà que l'équilibre génétique, en fait, est plutôt dirigé vers la préservation dans des périodes de privation, plutôt que dans des périodes de plenty. Donc vous voyez bien que ces 400 gènes sont en fait maintenant l'étude, les homologues de ces gènes-là sont bien sûr un des grands domaines de la recherche biomédicale sur ce module, bien sûr, qu'on essaye de comprendre. Et donc je vais finir en vous donnant un peu ma version un peu simplistique des choses. Si vous comprenez un peu ce que je viens de dire, on va essayer de résumer la lecture en vous montrant les choses suivantes. C'est-à-dire que si vous voyez ici l'ADN avec le code des exons pour chaque protéine. Hein. Donc jaune, c'est une protéine C, vert, c'est la protéine B, A, c'est la protéine violette. Et bien sûr, vous savez que les protéines interagissent. Je viens de dire, il y a une interaction entre les protéines, et ça, c'est un module, disons. Et disons qu'une flèche, bien sûr, ça veut dire que la protéine C encourage la formation de la protéine D, et un T, comme ça, une flèche barrée, T, ça veut dire elle supprime, elle bloque l'expression. Et disons qu'il y a une mutation dans le DNA, l'ADN, une mutation, ce qu'on appelle significante, c'est-à-dire qui s'exprime, parce qu'il y a des mutations silencieuses qui ne font pas de différence. Celle-là, elle fait une différence. La protéine C est anormale. Donc la protéine C n'arrive plus maintenant à interagir avec son réseau normal. Quelle va être la conséquence ? Bien sûr, puisque la protéine C ne peut pas bloquer la formation de A va grandir en quantité. Et elle ne peut plus bloquer indirectement la formation de E, et elle ne peut plus générer D, donc D va diminuer, et E va augmenter. Toutes ces observations quantitatives, en fait, vous disent, bon, voilà l'effet de cette mutation. Mais est-ce que c'est correct ? Je vais vous montrer, en fait, qu'on peut arriver au même résultat avec une autre mutation. Disons que la mutation est au niveau de B. Et si vous suivez le raisonnement, B devient malfonctionnel, donc ça empêche la formation de C, qui donc empêche la répression de A, qui donc empêche la formation de D, et empêche la répression de E. Donc vous voyez que du point de vue observationnel, si vous faites la différence entre les deux, quelle est la seule différence ? C'est que B diminue et que C diminue. Mais A et E et D ont le même pattern. Donc, on peut avoir, si on suivait que A et E, c'est-à-dire qu'on était en train de faire de la recherche, et on dit, ah, tiens, le cholestérol, il est élevé, là, et apolipoprotéine, c'est élevé aussi. Toutes les observations qu'on entend en médecine. Hein. Si on disait, c'est ça les marqueurs, on arriverait à la conclusion que pour un phénotype, il y a plusieurs génotypes. Mais on sait que si on étudie, comme je vous ai montré, les choses en plus grand détail, il y a des petites différences quantitatives qui se montrent en fait à d'autres niveaux du réseau. Et c'est ces différences-là qu'on n'arrive pas à percevoir aujourd'hui, et c'est une grande direction de la recherche biomédicale, bien sûr, pour arriver à une compréhension générale du système
de l'épigénétique dont je vous ai parlé, à la génétique et à la génomique, à la transcription et la translation de ces signaux en protéines, à leur intégration, leur régulation, leur expression protéomique, leur expression métabolomique, et comme j'avais dit la dernière fois, l'importance, bien sûr, des influences externes de l'environnement. Donc voilà, en fait, la synthèse, si vous voulez, de ce que je vous ai dit, et de retrouver, en fait, une complexité, mais une complexité qu'on peut diminuer en utilisant le raisonnement modulaire et le raisonnement, en fait, quantitatif. Et donc, bien sûr, on va essayer d'utiliser ces réseaux, de les comprendre dans les maladies. Donc, il va y avoir un développement des cartes biologiques quantitatives et fonctionnelles. Et, bien sûr, la recherche et le développement, non seulement diagnostique, mais thérapeutique, va faire appel à plusieurs genres d'outils, que ce soit les petites molécules du passé, ou les anticorps d'aujourd'hui, ou les peptides artificiels, ou les micro-RNA, quelles que soient les découvertes. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, une logique, si vous voulez, de recherche qui est basée fondamentalement sur l'évolution des maladies. 2, une recherche qui a été réductionniste pendant les 50-60 dernières années, qui a amené une compréhension extraordinaire de la biologie à travers l'ADN, la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, la génétique, la génomique. Des questions qui se sont posées avec l'explosion de ces découvertes dans les 10 dernières années, qui nous ont montré en fait qu'il fallait intégrer et converger plusieurs champs de sciences pour réaliser un nouveau type de recherche biomédicale qui va non seulement intégrer, mais essayer de comprendre en profondeur, en révolutionnant nos outils et nos manières de travailler pour essayer de comprendre de manière quantitative l'essence fondamentale de la biologie que nous essayons de comprendre. Merci beaucoup.